Le 14 mai 1999, Chloé Lambert, une historienne passionnée de 28 ans, s'est volatilisée dans l'immensité sauvage du parc national du Mercantour. Pendant 10 longues années, son affaire n'a été qu'une note de bas de page dans les archives des cas non résolus, une tragédie de plus attribuée à la cruauté de la montagne. La version officielle était simple, une randonneuse, perdue dans une tempête de neige. Un accident, un point c'est tout. Jusqu'en 2009, quand la découverte fortuite d'un vieux sac à dos a révélé que la tempête N était qu'un mensonge destiné à dissimuler une vérité bien plus sombre et violente. Comment est-il possible que la clé d'une conspiration meurtrière soit restée cachée pendant une décennie, à quelques mètres d'un sentier, attendant simplement que quelqu'un regarde au bon endroit? Comment la vérité a-t-elle pu rester enfouie si longtemps, si près de tous? Avant de vous raconter comment une simple sacoche en toile, trouvée par hasard au fond d'une crevasse rocheuse, a mis au jour une conspiration meurtrière, commentez ici pour nous dire de quelle région vous nous regardez et abonnez-vous à la chaîne. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer l'incroyable chaîne des événements que cette découverte a déclenché. C'est une histoire qui prouve que parfois, même après des années de silence, les montagnes finissent par rendre ce qu'on leur a volé, et que la persévérance d'un seul homme peut forcer la justice à rouvrir les yeux. La vérité était là, patiente, et ce qui suit va vous montrer comment un objet anodin peut devenir l'arme la plus puissante contre le mensonge et l'oubli. Accrochez-vous, car cette enquête nous emmène dans les recoins les plus sombres de la nature humaine. Le conflit principal de cette affaire réside dans une absence totale et assourdissante de preuves. Chloé Lambert N n'était pas une tête brûlée. C était une universitaire méticuleuse, dont le projet de vie était de retracer d'anciennes routes minières de l'Aisne, époque romaine dans les Alpes. Elle était convaincue que ces sentiers oubliés recelaient des secrets historiques majeurs. La veille de son départ, elle a passé des heures à la bibliothèque universitaire de Grenoble, photocopiant des cartes anciennes. Elle a embrassé son père, un professeur à la retraite, en lui promettant d'appeler dès qu'elle atteindrait le premier village équipé d'un téléphone. Pour ce périple, elle avait engagé Julien Martel, un guide de montagne local à la réputation irréprochable. Leur 4x4 a été aperçu pour la dernière fois le 14 mai 1999, faisant le plein dans une petite station-service de Saint-Martin-Vésubie. Après ça, plus rien. Le silence absolu. Le seul et unique témoignage sur lequel toute l'enquête initiale reposait était celui de Julien Martel. Son récit était plausible, presque cinématographique. Il a raconté aux gendarmes qu'une tempête de neige d'une violence inouïe était abattue sur eux sans prévenir, un phénomène fréquent dans cette région. La visibilité serait devenue nulle en quelques minutes. Dans la panique et le froid glacial, ils auraient été séparés. Il a juré l'avoir cherché pendant des heures, criant son nom jusqu'à l'épuisement, avant de devoir faire demi-tour pour sauver sa propre vie. Face à la puissance des éléments et à l'immensité du terrain de recherche, cette version des faits semblait logique. L'enquête a été rapidement bouclée, concluant à un accident de montagne par désorientation. En moins d'une semaine, les recherches actives ont été abandonnées. La montagne fut officiellement désignée comme la seule coupable. Pour le père de Chloé, cette conclusion était inacceptable. Une torture qui allait durer une décennie. La douleur de la perte était aggravée par l'incertitude. Sans corps, pas de deuil possible, juste un vide infini. Il a transformé le bureau de sa fille en un quartier général d'enquête privée, tapissant les murs de cartes et de photos, dépensant toutes ses économies pour engager des détectives et d'autres guides de montagne, dans l'espoir de trouver un indice, n'importe quoi. Chaque année, le 14 mai était un supplice. Les médias locaux publiaient un court article, un rappel public de cette blessure qui ne se refermait jamais. Il vivait dans un présent suspendu, hanté par la dernière promesse de sa fille, cet appel téléphonique, qui n'est jamais arrivé, et par la culpabilité du survivant, se demandant s'il aurait pu faire quelque chose pour l'empêcher de partir. Au fil des ans, le dossier de Chloé Lambert a pris la poussière sur une étagère de la gendarmerie. Le silence de la montagne semblait avoir gagné. De temps en temps, de fausses pistes venaient raviver la douleur du père. Des témoignages confus faisaient état d'une jeune femme lui ressemblant dans un village isolé en Italie. D'autres suggéraient qu'elle avait peut-être tout plaqué pour commencer une nouvelle vie, une théorie romantique qui ignorait complètement la personnalité de Chloé, et son dévouement à son travail et à sa famille. Chaque nouvelle rumeur était une nouvelle vague d'espoir, suivie d'une déception amère. Ces impasses successives ont renforcé le sentiment d'abandon de la famille et leur frustration face à une enquête qu'ils jugeaient bâclée. Pour le reste du monde, Chloé était devenue une légende locale, l'historienne disparue du Mercantour. Pour son père, elle restait sa fille, perdue quelque part dans le silence glacial des Alpes. La décennie qui a suivi a été une longue et douloureuse descente aux enfers pour Bernard Lambert, le père de Chloé. L'enquête, officiellement classée, est devenue son obsession personnelle,
une guerre solitaire contre l'indifférence des institutions et l'oubli du temps. Il a écrit des centaines de lettres. Aux préfets, aux ministres, aux journalistes, à quiconque pourrait le écouter. La plupart sont restés sans réponse. Pour la gendarmerie, le cas était clos. La montagne avait parlé, et sa sentence était sans appel. Mais pour un père, la page ne pouvait pas se tourner. Chaque jour sans réponse était une nouvelle blessure, un rappel brutal, que pour le reste du monde, sa fille Anne, était plus qu'une statistique, un nom sur un dossier jauni par le temps. Le silence des autorités était devenu aussi assourdissant que celui des sommets alpins. Le bureau de Chloé, autrefois un lieu de vie et de recherche intellectuelle, s'est transformé en un sanctuaire dédié à sa mémoire, et à la quête de la vérité. Bernard y a passé des milliers d'heures, entouré des livres et des cartes de sa fille. Les murs étaient tapissés de photos, de rapports de gendarmerie et de notes manuscrites. Des fils de laine rouge reliaient des points sur une immense carte du Mercantour, traçant des itinéraires possibles, des théories, des espoirs fragiles. C était devenu sa seule raison de vivre. Il a vendu la maison de vacances familiale pour financer ses propres recherches, payant des guides privés pour explorer des zones que la police avait négligées. Cet endroit, N, était plus une pièce, mais le cœur battant d'une promesse, celle de ne jamais abandonner, même si cela devait lui coûter tout ce qu'il lui restait. La douleur de la perte ambiguë est une forme de torture psychologique unique. Ne pas savoir si son enfant est mort, s'il a souffert, laisse l'esprit dans un état de suspens permanent. Bernard Lambert vivait dans ce purgatoire. Les nuits étaient les pires. Il se réveillait en sursaut, persuadé d'avoir entendu la voix de Chloé, avant que la réalité glaciale ne le rattrape. La culpabilité le rongeait. Aurait-il dû insister pour qu'elle ne parte pas? Aurait-il dû l'accompagner? Ces questions tournaient en boucle dans son esprit, sans jamais trouver de réponse. Ses amis, bien intentionnés, essayaient de le réconforter, lui conseillant de faire son deuil, mais comment faire le deuil de quelqu'un qui n'est que disparu? Pour lui, Chloé était toujours là, quelque part, attendant qu'on la retrouve. Dans la petite communauté de Saint-Martin-Vésubie, l'histoire de Chloé Lambert est devenue une légende locale, un récit sombre que l'on se racontait à voix basse. Elle était l'historienne perdue, une figure fantomatique dont le destin servait d'avertissement aux randonneurs imprudents. Cette folklorisation de sa tragédie était une autre source de souffrance pour son père. Sa fille, une femme brillante et pleine de vie, était réduite à un mythe, un conte effrayant. Le silence des habitants était pesant. Beaucoup connaissaient Julien Martel, le guide, et préféraient croire à sa version des faits, plutôt que d'imaginer une vérité plus dérangeante. Le village, niché au cœur des montagnes, semblait avoir conclu un pacte de silence, protégeant sa tranquillité au détriment de la vérité. Une vérité qui peut-être aurait pu déranger l'ordre établi. Pendant ce temps, Julien Martel, le seul témoin, avait refait sa vie. Il était perçu par beaucoup comme une victime lui aussi, un survivant marqué par le drame. Il avait quitté la région pendant quelques années, avant de revenir et de reprendre son activité de guide de montagne. Son visage, buriné par le soleil et le chagrin apparent, inspirait la sympathie. De temps en temps, un journaliste local le sollicitait pour l'anniversaire de la disparition. Son récit était toujours le même, rodé, teinté d'une tristesse convaincante. Il parlait de la fureur de la tempête, de son impuissance, de ce souvenir qui le entrait à jamais. Pour le public, il était le dernier à avoir vu Chloé vivante, un homme qui avait frôlé la mort. Personne, à l'âte, époque, n'a osé remettre en question sa version. Il était plus simple de croire au malheur qu'à la malveillance. Chaque année, à la mi-mai, lorsque la neige commençait à fondre, Bernard Lambert retournait dans le Mercantour. Était un pèlerinage douloureux et nécessaire. Il parcourait les sentiers, seul, avec une photo de Chloé dans sa poche. Il interrogeait les bergers, les gardiens de refuge, montrant le visage souriant de sa fille à des gens qui ne se souvenaient plus. Ces expéditions étaient épuisantes, physiquement et émotionnellement. La montagne, si belle et si cruelle, lui renvoyait l'aile, écho de son impuissance. Il ne cherchait plus seulement un corps, mais un signe, un indice, n'importe quoi qui pourrait briser le mur de silence. Chaque pierre retournée, chaque crevasse explorée était un acte de foi, la preuve d'un amour paternel que même 10 ans de silence et de fausses pistes n'avaient pas réussi à éteindre. Au bout de 10 ans, l'affaire Chloé Lambert était ce que l'on appelle un cold case, un dossier froid. La plupart des gendarmes qui avaient travaillé sur l'enquête initiale étaient à la retraite ou avaient été mutés. Pour la nouvelle génération, ce N était qu'un nom dans une archive poussiéreuse. L'espoir S était étiolé,
ne survivant que dans le cœur obstiné d'un père vieillissant. Le monde avait avancé, la technologie avait évolué, mais dans les montagnes du Mercantour, le temps semblait être figé en ce jour de mai 1999. Le mystère paraissait scellé à jamais, avalé par la nature, destiné à rester l'une de ces énigmes insolubles que les Alpes gardent jalousement. Personne ne pouvait imaginer que la vérité n'était pas perdue, mais simplement endormie, attendant un simple coup du sort pour se réveiller. Et puis en octobre 2009, le destin, ou peut-être la montagne elle-même, a décidé qu'il était temps de parler. Un jeune guide de montagne plein d'avenir, Lucas Dubois, emmenait un petit groupe de photographes sur un sentier peu fréquenté, une route alternative qu'il aimait pour sa beauté sauvage et son isolement. Un éboulement récent, probablement survenu au printemps, avait modifié le paysage, révélant une anfractuosité dans la roche qui était auparavant invisible. Était un détail anodin, une simple curiosité géologique pour la plupart des gens. Mais ce jour-là, attiré par un reflet inhabituel, Lucas a décidé de s'approcher. Ce qu'il allait trouver n'était pas un simple objet perdu, mais le premier fil d'une tapisserie de mensonges, qui avait tenu une décennie. C'est ainsi que, par le plus pur des hasards, le silence a été brisé. Coincé au fond de cette fissure, protégé des intempéries par un surplomb rocheux, se trouvait un vieux sac à dos en toile, usé par le temps mais étonnamment bien conservé. La couleur était passée, mais un logo était encore visible, celui de l'université de Grenoble. Le cœur de Lucas s'est serré. Dans la région, tout le monde connaissait l'histoire de l'historienne disparue. Il a immédiatement compris. Avec une précaution presque religieuse, il a extrait le sac de sa cachette. Il était lourd. Pendant 10 ans, cet objet était resté là, à quelques mètres d'un sentier, témoin silencieux d'une tragédie que tout le monde croyait résolue. Pour Lucas, ce était plus un simple sac à dos, était une capsule temporelle, une voix surgie du passé qui exigeait être entendue. Avec des mains tremblantes, il a ouvert la boucle rouillée. À l'intérieur, les objets étaient remarquablement intacts. Une gourde en métal, une boussole en laiton, et un livre de poche usé sur les légendes locales du Mercantour. Au premier abord, rien de suspect. Juste l'heure, équipement standard d'une randonneuse studieuse. Il a feuilleté le livre, s'attendant à y trouver des notes, des passages soulignés. Mais les pages étaient propres, à l'exception d'une seule chose. Une vieille carte topographique, pliée en 4, était glissée entre 2 chapitres, comme un marque-page oublié. Était une carte détaillée de la région, du type que Chloé, en tant qu'historienne méticuleuse, aurait certainement utilisé pour ses recherches. Pour l'instant, le mystère restait entier. Rien ne semblait contredire la version officielle de l'accident. Mais Lucas était plus qu'un simple guide, il était né dans ces montagnes, il a déplié la carte avec soin. Était une carte ancienne, annotée à la main. Et c'est là que tout a basculé. Son regard d'expert a immédiatement repéré une anomalie. Un point précis, encerclé au stylo rouge, était désigné par une inscription manuscrite, la source oubliée. Or, Lucas connaissait ce massif comme sa poche. Il avait parcouru chaque sentier, chaque crête, chaque vallée. Il connaissait l'emplacement de chaque source, de chaque refuge, de chaque ruine. Et cet endroit, la source oubliée, n'existait tout simplement pas. Ce n'était pas un nom ancien ou une appellation locale qu'il aurait pu ignorer. Était une pure invention. Son cerveau a commencé à tourner à toute vitesse. Ce n'était pas une erreur de cartographie. La notation était précise, délibérée. Quelqu'un avait intentionnellement marqué un lieu fictif sur la carte de Chloé. Pourquoi ? Pour la guider vers un endroit qui n'existait pas ? Pour la désorienter. L'hypothèse de l'accident, de la randonneuse perdue dans une tempête, s'est soudainement effondrée. Une tempête est un acte de la nature, imprévisible et chaotique. Mais une carte falsifiée, c'est un acte humain, prémédité et malveillant. Pour la première fois en 10 ans, une preuve tangible suggérait que la disparition de Chloé Lambert n'était pas le fruit du hasard. Était un mensonge, soigneusement construit, et cette carte en était la première fissure. Lucas a pris une décision qui allait tout changer. Il aurait pu et peut-être dû apporter sa trouvaille directement à la gendarmerie. Mais il savait comment ces choses fonctionnaient. L'affaire était classée depuis une décennie. Pour les autorités, la montagne était la seule coupable, et rouvrir un dossier aussi ancien sur la base d'une carte ambiguë serait un parcours du combattant. Il a pensé à Bernard Lambert, ce père qui, année après année, continuait de chercher seul. Il a senti que cette preuve appartenait d'abord à cet homme. Était sa quête, sa douleur. Avec le sac à dos sur ses propres épaules, il a redescendu la montagne,
non pas vers le poste de gendarmerie, mais vers la vieille maison de Grenoble, où un père attendait une réponse depuis 3832 jours. La rencontre entre Lucas et Bernard Lambert fut un moment d'une intensité rare, suspendu entre le chagrin et un espoir fragile. Quand Bernard a vu le sac à dos de sa fille, posé sur sa table de cuisine, il est resté silencieux pendant de longues minutes. C était la première chose lui appartenant qu'il touchait depuis 10 ans. C était un fantôme, une relique, un lien tangible avec la dernière journée de sa vie. Avec une infinie tristesse, il a sorti les objets un par un. Puis Lucas lui a montré la carte. Ensemble, ils se sont penchés sur le papier jauni, le père reconnaissant la écriture de sa fille sur certaines annotations, mais pas sur l'inscription fatidique. La source oubliée. Le mensonge était là, étalé sous leurs yeux, et pour Bernard Lambert, la guerre solitaire qu'il menait depuis une décennie venait de trouver son premier allié et sa première véritable arme. Armés de cette première certitude, Bernard et Lucas ont transformé la cuisine en salle d'interrogatoire. Ils ont examiné la carte sous une lampe puissante, avec une loupe. Elle, écriture de Chloé, que son père connaissait par cœur, était fine, précise, presque calligraphiée, même pour de simples notes. L'inscription « La source oubliée », en revanche, était différente. Les lettres étaient plus épaisses, tracées avec une pression plus forte, presque agressive. C était la main d'un homme, une main habituée à des gestes plus brusques. La conclusion était sans appel. Quelqu'un d'autre avait écrit sur la carte de Chloé. Ce N était plus une hypothèse, mais un fait. La théorie de l'accident venait de s'effondrer pour de bon. Quelqu'un avait délibérément guidé sa fille vers un piège, et ce quelqu'un était très probablement la dernière personne à l'avoir vue vivante. Son guide, Julien Martel. Cette révélation a changé la nature de leur quête. Ils n'avaient plus affaire à la fatalité, mais à un acte de malveillance calculé. Cependant, une annotation suspecte ne suffisait pas pour faire rouvrir une enquête classée depuis 10 ans. Il leur fallait plus. Quelque chose de tangible, qui lierait directement Julien Martel à un mensonge. Leur attention s'est alors reportée sur les autres objets du sac. La gourde, la boussole, rien. Puis le livre. Légende et murmures du Mercantour. Pourquoi ce livre en particulier? Chloé l'avait acheté quelques jours avant son départ. Bernard s'en souvenait. Était-ce une simple lecture de voyage, ou y avait-elle caché quelque chose? Ils l'ont feuilleté, page par page, secoué, examiné la reliure. À première vue, il semblait parfaitement normal. Mais l'instinct d'un père qui a tout perdu est une chose puissante. Bernard a senti que la réponse était là, cachée à la vue de tous. Il a passé ses doigts sur la tranche du livre, encore et encore. C'est là qu'il a senti une légère boursouflure, une imperfection presque imperceptible, au niveau du dos de la couverture cartonnée. Avec la pointe d'un couteau de cuisine, il a délicatement décollé le papier qui recouvrait l'intérieur de la couverture. Et là, soigneusement plié en 8 pour se loger dans L, épaisseur du carton, se trouvait un petit morceau de papier fin. C était un reçu, jauni et fragile, presque transparent à la lumière. Le temps l'avait rendu cassant. Ils l'ont déplié sur la table, avec une précaution infinie, retenant leur souffle. Chaque pli semblait pouvoir le réduire en poussière. C était le genre de preuve qui ne vous donne qu'une seule chance. Sur ce minuscule rectangle de papier, reposaient 10 années d'attente, de douleur et d'espoir. Le reçu provenait d'une boutique de matériel géologique de Nice. La date était claire. 12 mai 1999, 2 jours avant la disparition de Chloé. La liste des articles achetés a glacé le sang de Bernard. Plusieurs mèches de carottage, des sacs à échantillons, et un marteau de géologue professionnel. C était du matériel de prospection minière, pas laid, équipement d'un simple guide de montagne. Et puis tout en bas, écrit à la main par le vendeur, le nom du client, Julien Martel. Le choc fut brutal, physique. L'homme qui avait pleuré devant les caméras, qui avait raconté sa version tragique de la tempête, achetait en secret du matériel de forage à la veille de l'expédition. Le mensonge N était plus une simple suspicion. Il avait désormais une preuve matérielle, une facture. Julien Martel N n'était pas un guide qui accompagnait une historienne. Il avait sa propre mission. Soudain, toutes les pièces du puzzle se sont assemblées dans un fracas assourdissant. L'enquête de Chloé sur les anciennes routes romaines N était qu'une couverture, ou du moins, ce qu'elle croyait être sa véritable recherche. En réalité, ces investigations l'avaient menée, sans qu'elle le sache, sur la piste d'autre chose. Quelque chose de moderne, d'illégal et d'extrêmement lucratif. Le matériel de forage ne laissait aucune place au doute.
quelqu'un menait une opération de prospection clandestine au cœur d'un parc national protégé. Les recherches de Bernard et Lucas sur les ressources géologiques du Mercantour ont rapidement révélé une possibilité. Le tungstène, un métal rare et précieux, dont la présence était suspectée dans cette zone depuis des décennies, mais dont l'exploitation était strictement interdite pour des raisons environnementales. La source oubliée N était donc pas un piège pour la perdre, mais la destination elle-même. C était le nom de code de leur campement, de leur site de forage illégal. Chloé, avec sa curiosité et sa méticulosité, avait dû découvrir des indices de cette opération. Peut-être des traces de véhicules, des sons inhabituels, ou simplement une anomalie sur ces cartes qui ne correspondaient pas aux archives historiques. Julien Martel N était pas là pour la guider, mais pour la surveiller. Et quand elle a compris ce qu'il se passait, quand elle a refusé de se taire, ou d'être achetée, elle est devenue un témoin gênant qu'il fallait éliminer. La tempête de neige n'avait jamais été qu'une mise en scène, un décor parfait, pour maquiller un meurtre en accident. Bernard et Lucas se sont regardés, le poids de la vérité les écrasant. Ce N était pas elle, œuvre d'un seul homme. Une opération minière clandestine de cette envergure nécessitait des financements, de la logistique, et surtout, des protections. Un consortium puissant se cachait derrière Julien Martel. Ils comprirent alors pourquoi l'enquête initiale avait été si vite bâclée. Aller à la gendarmerie locale avec ces preuves était risqué. Après 10 ans, qui savait si des complicités N n'étaient pas encore en place? Ils ne pouvaient faire confiance à personne dans la région. Pour que la vérité éclate, il fallait la sortir des montagnes, la porter sur la scène nationale, là où les influences locales ne pourraient pas étouffer. Ils ont pris une décision audacieuse, contacter un grand journaliste d'investigation, quelqu'un qui aurait les ressources et le courage de s'attaquer à un ennemi aussi puissant et invisible. Le contact avec le journaliste d'investigation du journal Astérisque Le Monde Astérisque a été l'étincelle qui a mis le feu à la plaine. Une semaine plus tard, l'article paraissait en une, sous un titre qui a secoué l'opinion publique, l'historienne du Mercantour, 10 ans de mensonges au sommet. L'histoire, avec ses détails poignants, la persévérance du père, la carte falsifiée, et le reçu accablant, a captivé la France entière. L'affaire N était plus un simple fait divers local, mais un scandale national. Les chaînes de télévision ont dépêché des équipes sur place, les radios en ont fait leur gros titre. Le silence confortable qui protégeait les coupables depuis une décennie a volé en éclats sous le poids de l'attention médiatique. La montagne, autrefois complice involontaire du silence, était désormais sous les projecteurs, prête à livrer ses secrets les plus sombres. Face à un tel tollé, les autorités ne pouvaient plus rester inactives. Le ministère de la Justice, pressé de toutes parts, a annoncé la réouverture officielle de l'enquête pour enlèvement, séquestration et homicide volontaire. Mais cette fois, l'affaire a été retirée à la gendarmerie locale, dont l'enquête initiale était désormais perçue comme au mieux incompétente, au pire complaisante. Une équipe spéciale de l'Office central pour la répression des violences aux personnes, OCRVP, a été dépêchée de Paris. Ces enquêteurs, spécialisés dans les cold cases, sont arrivés avec un regard neuf, des moyens techniques modernes, et surtout, aucune attache locale. Pour eux, Julien Martel N n'était pas un guide de montagne respecté, mais le principal suspect dans une affaire de meurtre. Le vieux dossier poussiéreux de Chloé Lambert était enfin entre les mains de ceux qui avaient la volonté et les moyens de le résoudre. La première personne à faire face à cette nouvelle vague d'investigation fut, bien sûr, Julien Martel. Convoqué au nouveau quartier général de l'enquête, il a tenté de jouer la même partition qu'il avait jouée pendant 10 ans, celle du survivant traumatisé. Mais face à des enquêteurs qui connaissaient le dossier sur le bout des doigts, sa façade a commencé à se fissurer. Ils lui ont présenté la carte, avec la notation qui N était pas de L, écriture de Chloé. Ils lui ont mis sous le nez la facture du matériel de forage. Son assurance s'est évaporée, remplacée par une nervosité palpable. Ses dénégations sont devenues confuses, ses explications contradictoires. L'homme qui avait défié la montagne et trompé la justice pendant une décennie était en train de s'effondrer. Il était plus face à des gendarmes de village, mais face à des spécialistes qui sentaient l'odeur du mensonge. Pendant que Martel était soumis à une pression intense, les enquêteurs travaillaient sur une autre piste. Les relevés financiers de Lucky Époque ont révélé des transactions suspectes entre Martel et un certain Alain Dubois, un ancien mineur reconverti dans la logistique, connu pour ses activités à la lisière de la légalité. Dubois vivait reclus dans une ferme isolée, à l'écart du monde, comme un homme qui fuyait ses propres fantômes. Il était le maillon faible, l'homme de l'ombre qui avait aidé à mettre en place le site de prospection illégale. Les enquêteurs ont compris que si Martel était le bras armé, Dubois était la conscience coupable.
c'est sur lui qu'ils ont décidé de concentrer leurs efforts, sentant qu'il était sur le point de rompre, après 10 ans d'un silence qu'il avait rongé de l'intérieur. Il était la clé qui pouvait ouvrir toutes les portes. La confrontation avec Alain Dubois fut brève, mais décisive. Dans la salle d'interrogatoire, cet homme vieilli avant l'âge, au regard fuyant, n'a pas tenu longtemps. Les enquêteurs n'ont pas eu besoin de le menacer. Ils lui ont simplement raconté l'histoire de Bernard Lambert, ce père qui avait passé 10 ans à chercher sa fille. Ils lui ont parlé de Chloé, de ses rêves, de sa passion. Puis, ils ont posé sur la table une photo d'elle, souriante, prise quelques jours avant son départ. C'est cette photo qui a tout fait basculer. Alain Dubois a regardé le visage de la jeune femme qu'il avait aidé à faire disparaître, et il s'est effondré en sanglots. Entre deux hoquets, la vérité a commencé à jaillir, un flot ininterrompu de remords et de détails sordides. Après une décennie de mensonges, la vérité complète, brutale et sans phare, était enfin révélée. Le récit de Dubois a confirmé toutes leurs suspicions et bien au-delà. Chloé, en suivant ses cartes romaines, était tombée par hasard sur leur site de forage. Loin d'être effrayée, sa curiosité d'historienne avait pris le dessus. Elle leur avait posé des questions, et avait vite compris la nature illégale de leurs activités. Martel et Dubois lui avaient alors offert une somme d'argent considérable pour acheter son silence. Mais Chloé n'était pas à vendre. Idéaliste et intransigeante, elle avait refusé net, menaçant de tout dénoncer dès son retour. La panique était emparée des deux hommes. Face à la perspective de perdre des millions et de finir en prison, Julien Martel avait perdu la tête. Dans un accès de rage, il l'avait frappé mortellement. La tempête de neige, bien que réelle, n'avait été qu'une aubaine macabre, l'alibi parfait pour maquiller leur crime en accident tragique. La confession ne s'est pas arrêtée là. Consumé par le besoin de se libérer de son fardeau, Alain Dubois a conduit les enquêteurs à l'endroit exact où ils avaient enterré Chloé. Ce n'était pas une tombe, mais une simple fosse creusée à la hâte, dans un endroit isolé, loin de tout sentier, près de cette fameuse source oubliée, qui était que le nom de code de leur site. Une équipe de la police technique et scientifique a été dépêchée sur les lieux. Sous le regard de Bernard Lambert, qui avait insisté pour être présent, la terre a été retirée, avec une précaution infinie. Et puis, après quelques heures d'un travail méticuleux et silencieux, les restes de sa fille ont été mis au jour. Pour le père, ce fut un moment d'une horreur, et d'un soulagement indescriptible. La fin de l'incertitude, la fin de l'attente. 10 ans après, Chloé rentrait enfin à la maison. Le procès de Julien Martel et Alain Dubois s'est ouvert au printemps 2011, captivant l'attention de tout le pays. L'homme qui, pendant 10 ans, avait joué le rôle du survivant éploré, était désormais assis dans le box des accusés, le visage fermé, incapable de soutenir le regard de Bernard Lambert. Face aux preuves matérielles, la carte, le reçu, les analyses ADN sur les restes de Chloé, et à la confession détaillée de son complice, sa défense s'est effondrée. Les témoignages ont dépeint un homme avide et sans scrupules, prêt à tout pour protéger ses intérêts financiers. L'image du guide de montagne héroïque, façonné par une décennie de mensonges, a volé en éclats sous la lumière crue de la salle d'audience, révélant la véritable nature d'un prédateur qui avait utilisé la montagne comme une sarrette Trénissi, arme, et un linceul. Pour Bernard Lambert, chaque jour du procès était une épreuve. Assis au premier rang droit et digne, il n'a pas manqué une seule audience. Il n'était pas là par désir de vengeance, mais par devoir de mémoire. Il écoutait les détails sordides de la dernière heure de sa fille, non pas pour nourrir sa haine, mais pour comprendre, pour donner un sens à l'inacceptable. Son silence dans la salle était plus puissant que n'importe quel cri. Était le silence d'un père qui avait tenu une promesse, celle de ne jamais abandonner. Il était le dernier témoin de Chloé, sa voix dans ce lieu de justice, s'assurant que la vérité, pour laquelle il saoule, était battue si longtemps et si seule, soit enfin entendue, reconnue et gravée dans les annales judiciaires. Son combat solitaire trouvait enfin son épilogue public. Le verdict est tombé un après-midi de juin, dans une salle d'audience bondée et silencieuse. Julien Martel a été reconnu coupable d'homicide volontaire avec préméditation et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. Alain Dubois, pour sa complicité et sa confession qui a permis de résoudre l'affaire, a écopé de 15 ans de prison. Les dirigeants du consortium minier impliqués dans la conspiration ont également été condamnés à de lourdes peines pour exploitation illégale, corruption et entrave à la justice. Au prononcé de la sentence, Bernard Lambert n'a pas montré de joie, ni même de soulagement. Sur son visage se lisait seulement le poids d'une immense fatigue, et la certitude que la justice
bien que terriblement tardive, avait enfin été rendue. La page pouvait se tourner, non pas sur l'oubli, mais sur la fin d'un long combat. L'onde de choc du verdict a balayé la petite communauté de Saint-Martin-Vésubie, laissant derrière elle un sentiment de honte et de trahison. Pendant une décennie, les habitants avaient vécu aux côtés d'un meurtrier, lui offrant leur sympathie, croyant à son histoire tragique. La vérité a agi comme un poison, fracturant les relations, semant la méfiance. Comment avait-il pu être si aveugle? Cette question hantait les conversations à voix basse, dans les cafés et les marchés. Le village, qui tirait sa fierté de sa solidarité montagnarde, a dû faire face à sa propre part de responsabilité, celle d'un silence collectif qui, par confort ou par naïveté, avait permis à un mensonge mortel de prospérer. La montagne avait rendu son secret, mais elle avait aussi révélé les failles d'une communauté qui préférait la tranquillité à la vérité. Une fois la justice rendue, Bernard Lambert s'est retrouvé face à un nouveau vide. Sa quête, qui avait occupé chaque seconde de sa vie pendant plus de 10 ans, était terminée. Mais au lieu de sombrer dans le chagrin, il a trouvé une nouvelle raison de vivre. Avec les dommages et intérêts obtenus lors du procès, il a créé la Fondation Lambert pour l'histoire et la montagne. Cette organisation avait une double mission: offrir des bourses à de jeunes chercheurs en histoire et en archéologie, comme Chloé, et financer des actions de protection du patrimoine naturel et culturel des Alpes. Il a transformé la tragédie de sa fille en un héritage durable. Le nom de Chloé Lambert ne serait plus seulement associé à un crime sordide, mais à la poursuite du savoir et à la défense de la beauté qu'elle aimait tant. Des années plus tard, l'image de Bernard Lambert a changé. Il n'est plus le père éploré que les journalistes venaient interviewer chaque année, mais le président respecté d'une fondation qui a déjà changé la vie de dizaines d'étudiants. On le voit parfois retourner dans le Mercantour, non plus pour chercher, mais pour contempler. Assis sur un rocher, il observe les jeunes chercheurs financés par sa fondation arpenter les mêmes sentiers que sa fille, leur rire se mêlant au bruit du vent. La montagne n'est plus pour lui un cimetière, mais un sanctuaire. Un lieu où la quête de vérité de Chloé se poursuit à travers une nouvelle génération. La douleur de la perte ne s'est jamais totalement effacée, mais elle cohabite désormais avec un sentiment de paix et la certitude que, d'une manière profonde et juste, l'histoire de sa fille n'a pas de fin. L'héritage de Chloé Lambert n'est pas une histoire de vengeance, mais une histoire de transformation. Avec les fonds obtenus après le procès, Bernard Lambert a créé ce qui est aujourd'hui une institution respectée, la Fondation Lambert pour l'histoire et la montagne. Cette fondation ne se contente pas d'honorer la mémoire de sa fille. Elle prolonge sa mission. Chaque année, elle finance les travaux de jeunes historiens et archéologues passionnés, leur donnant les moyens d'explorer les secrets que Chloé cherchait à percer. Parallèlement, elle mène des actions de sensibilisation pour la protection du patrimoine naturel des Alpes, transformant une tragédie née de la cupidité en un rempart contre la destruction de l'environnement. Ainsi, la quête de vérité de Chloé se poursuit, non plus à travers une seule femme, mais à travers une communauté de savoir qu'elle a inspiré sans le savoir. Pour la communauté de Saint-Martin-Vésubie et les villages environnants, l'affaire a laissé une cicatrice profonde, mais aussi une leçon amère. La révélation de la vérité a forcé une introspection collective. Le silence confortable dans lequel beaucoup s'y étaient réfugiés pendant 10 ans est devenu une source de honte. L'histoire de l'historienne disparue n'est plus un conte effrayant que l'on raconte aux touristes, mais un avertissement solennel sur les dangers de l'indifférence et sur la facilité avec laquelle le mal peut se cacher derrière un visage familier. Le procès a révélé non seulement un meurtre, mais aussi les failles d'une communauté qui a préféré croire à un accident plausible, plutôt qu'à une vérité dérangeante. Aujourd'hui, un mémorial discret a été érigé près du sentier où tout a commencé, un rappel permanent que la montagne ne garde pas toujours les secrets qu'on lui confie. Bernard Lambert, quant à lui, a trouvé une forme de paix. On ne le voit plus arpenter les sentiers avec le visage creusé par l'angoisse de l'incertitude. Il y retourne désormais avec une sérénité nouvelle. Parfois il accompagne les jeunes boursiers de la Fondation, partageant avec eux des histoires sur sa fille, non pas sur sa mort mais sur sa vie, sa passion, son rire. Dans leurs yeux curieux et leur enthousiasme, il voit une part de Chloé qui continue de vivre. Il a compris que le véritable deuil ne consiste pas à oublier, mais à trouver un moyen de faire vivre la mémoire de ceux qu'on a aimés, d'une manière qui apporte de la lumière au monde. Sa guerre est terminée. Il n'est plus le père d'une victime, mais le gardien d'un héritage qui, comme les montagnes qu'il contemple, est destiné à durer. L'affaire Chloé Lambert est devenue bien plus qu'un simple fait divers. C'est un symbole puissant de la persévérance face à l'injustice et de la force d'un amour paternel, qui a refusé de se soumettre au temps et à l'oubli. Elle nous rappelle que derrière chaque dossier classé, chaque cold case, il y a des vies brisées,
des familles suspendues dans l'attente d'une réponse. Elle nous enseigne que la vérité, même enfouie sous des années de mensonges et de silence, possède une vitalité propre, et finit souvent par trouver un chemin vers la lumière, parfois grâce à un simple coup du sort, comme un sac à dos découvert par hasard. C'est une histoire qui nous force à nous interroger. Combien de vérités dorment encore, attendant simplement que quelqu'un regarde au bon endroit, avec assez d'obstination pour ne jamais abandonner? Si vous pensez, comme nous, qu'aucune victime ne devrait être oubliée et que la quête de la vérité est un combat qui nous concerne tous, s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Chaque partage contribue à maintenir vivante la mémoire de personnes comme Chloé Lambert, et à rappeler que la justice, même tardive, est essentielle. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres enquêtes approfondies sur des affaires qui méritent, des justies, être racontées. Merci de nous avoir écoutés.